Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vais faire quand j'ai réfléchi à l'exposé que je pouvais faire, en fait, j'ai regardé le titre et quand j'ai lu Organisation du système de santé et efficience des soins premiers, je me suis dit, dans le fond, on aurait pu le formuler Organisation des soins premiers et efficience du système de santé, finalement. Et je pense qu'on pourrait très bien... les deux questions se traitent simultanément en même temps. Alors, il me semble peut-être important au préalable finalement ça a été dit, tout le monde sait ce que sont les soins premiers. Je suis pas sûr que tout le monde le sache. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas toujours très clair. De la même façon, l'efficience n'est pas toujours non plus une notion très claire. Donc, il m'a semblé intéressant d'en offrir une définition. Et pourquoi ? Parce que j'ai souvent remarqué qu'on faisait une confusion entre efficience et productivité ou efficience et efficacité. Et une des raisons assez simples, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à mesurer les résultats. Et les résultats en santé, c'est un vaste sujet de recherche. Et quand on s'intéresse à l'efficience en santé, on peut mesurer les résultats à travers soit des critères de sécurité, de satisfaction, de qualité, d'équité, de critères intermédiaires de trajectoire. Donc je voulais un peu introduire cet élément-là. Et puis aussi, parce que nous, quand nous avons mené des travaux sur l'évaluation des nouveaux modes d'organisation, on a utilisé souvent des données qui nous ont permis d'approximer en fait les résultats, mais pas véritablement d'avoir des résultats cliniques ou d'avoir des résultats plus poussés comme des critères de satisfaction. Et je pense que c'est quand même une des questions qui se posaient. Et souvent, quand on discutait avec les médecins cliniciens, ils disaient bah oui, mais on n'est pas capable de les produire. Donc je pense que ça, c'est une des questions importantes quand on s'intéresse à l'efficience. Alors, juste pour rappeler l'importance de l'efficience, je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui, vous le mettez à l'ordre du jour dans une séance plénière, il y a un consensus, en tout cas parmi pas mal d'acteurs aujourd'hui, pour considérer que c'est une exigence pour avoir des systèmes de santé soutenables, et notamment des systèmes de santé qui permettent de garantir l'assurance maladie universelle pour tous. Alors là, ce qui est intéressant sur ce graphique de l'OCDE, c'est le petit point à droite, qui est isolé, qui sont les États-Unis, avec une espérance de vie assez faible et des dépenses très élevées. Et juste pour information, quand les Américains ont décidé de mettre en place Obamacare, ils ont choisi d'investir, ils ont investi massivement dans des travaux pour définir de nouvelles formes d'organisation des soins, et notamment dans les soins ambulatoires et les soins primaires. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient qu'en augmentant le nombre de personnes couvertes, ils visaient plus de 40 millions d'Américains couverts en plus, ils savaient qu'ils allaient avoir des problèmes de soutenabilité et des problèmes d'efficience, et ils avaient donc choisi d'investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils produisent beaucoup de publications sur les medical homes, les accountable care organizations, les nouveaux modes de paiement. Ils ont vraiment suscité ou cherché ces nouveaux modes d'organisation. Donc il y a bien un lien fort entre l'organisation des soins et l'organisation des soins ambulatoires et la notion d'efficience. Alors, très simplement, ça fait un petit peu l'efficience pour les nuls, mais je trouve que c'est assez pratique pour raisonner, même si c'est toujours plus compliqué dans la réalité. Il y a l'efficience est un rapport entre des résultats et des ressources, donc il y a trois façons d'augmenter l'efficience. Soit, on diminue les ressources et on essaye de garder les résultats au même niveau. C'est la façon la plus désagréable et la plus douloureuse d'augmenter l'efficience. Ça fait quand même pas mal d'années que pas mal d'organisations en France sont confrontées donc dans le cadre de la maîtrise des dépenses publiques ou la maîtrise des dépenses à ça. Et à l'échelon de l'assurance maladie, mais il y a eu des efforts très importants qui ont été faits, notamment par exemple on peut améliorer dans ce cas-là l'efficience en diminuant les prix, en diminuant les volumes, en diminuant les actes inutiles, en diminuant donc tout ce qui concerne en fait une surutilisation du système de soins. Et l'industrie pharmaceutique, par exemple, se plaint régulièrement d'avoir été une cible facile. Une autre façon d'agir sur l'efficience, c'est de se dire on n'augmente pas les ressources, mais on va essayer d'améliorer les résultats. Alors là, dans cette perspective, c'est moins évident parce que c'est un peu la question des incitations qui va être motivée pour le faire. Et je pense que ça adresse en fait la question de la recherche et du rôle de la recherche. En général, mais aussi dans le système de santé, pourquoi pas dans les soins primaires. La recherche, c'est quand même ce qui doit tirer, ce qui est une
une source d'innovation. Et ce qui motive en général les équipes de recherche qui sont un peu le front de taille, pour parler comme un mineur, le front de taille de l'avancement en fait du système, eh bien, c'est d'essayer d'améliorer avec les ressources qui existent. Il y a dans le système de soins aujourd'hui beaucoup de gens qui bricolent, qui innovent et qui n'évaluent peut-être pas assez souvent leurs résultats, mais qui, je pense, sont dans situation d'améliorer l'efficience. Et puis l'autre façon d'améliorer l'efficience, c'est de mettre plus de ressources. Mais pour que le rapport soit augmenté, il faut qu'on ait des résultats nettement supérieurs. Et à ce moment-là, je dirais que c'est un peu ce qui se dessine à travers les politiques tarifaires qui aujourd'hui, ou plutôt les approches conventionnelles qui se développent avec l'ACI, avec les consultations complexes, avec le paiement à la performance, où on cherche, enfin la ROSP, où on cherche finalement à mettre en place des incitations qui seront plus ciblées plutôt que d'augmenter de façon standard et égale l'ensemble des rémunérations. Donc on cherche à être plus efficient. Alors, une fois que j'ai évoqué rapidement la notion d'efficience, je vais revenir sur la notion de primary care. Vous parlez de soins premiers. Moi, je pense on a du mal à traduire la notion de primary care en France. Soit on dit soins primaires, soit on dit soins premiers, qui au passage sont aussi souvent les soins derniers, ou au sens de la fin de la vie, ou on peut aussi traduire en soins principaux. En France, on a souvent utilisé la notion de soins de proximité, mais on voit bien que c'est un enjeu symbolique quand même, et peut-être faut-il un jour résoudre cette question. Alors, moi, je l'ai défini à travers les travaux de la littérature, les soins, les primary care, par des fonctions, des grandes fonctions. L'accès aux soins, accès physique, économique, qui est comme un enjeu majeur, physique, l'aménagement, le handicap, et puis géographique. Et c'est quand même un des sujets majeurs aujourd'hui en France, cet accès aux soins. La continuité des soins, avec cette idée de la relation dans le temps et de la relation suivie, c'est quand même fondamental dans le champ des primary care. La coordination, qui est un enjeu absolument central, et puis cette approche globale. Mais ce ne sont pas que des fonctions. Et moi, ce que je propose comme définition, c'est aussi que ça se projette dans un espace qui peut être un territoire variable, un espace qui, notamment pour les généralistes, va être celui du domicile et de l'organisation locale, et puis celui de l'organisation du parcours de soins dans le système ou en lien avec le système de second recours, troisième recours. Donc on est bien dans un carrefour. Et puis ce sont aussi des professions. Et là, je mets justement des professions parce que ce champ des primary care, eh bien, de plus en plus, il se développe du fait de l'augmentation de la population qui est soignée et également et de la complexité qui s'y trouve. Et donc, de nombreux acteurs sont impliqués. Et c'est bien l'appréhension de l'ensemble de ces acteurs qui compte. Et puis, bien sûr, aussi, c'est aussi des patients et je rajouterai la notion de population. Alors, l'efficience des primary care, comment l'aborder finalement? Est-ce qu'on va s'intéresser déjà à quelle échelle on va travailler? Est-ce qu'on s'intéresse à la relation de médecin-patient? Est-ce qu'on s'intéresse aux pratiques en équipe, qu'elles soient en groupe, en équipe de soins primaires, pas nécessairement sur le même lieu ou un MSP en centre de santé? Et là, on voit bien qu'il y a des tas de choses très concrètes qui émergent sur l'efficience, c'est-à-dire comment, par exemple, des généralistes vont s'organiser dans une ville où il y a beaucoup de cardiologues de secteur 2 pour qu'ils garantissent de prendre leurs patients en secteur 1 quand ils les adressent pour des patients qui le requièrent. Ça, ce sont des situations qui sont au quotidien et qui ne sont pas connues, mais qui sont aussi toutes des formes d'innovation intéressantes, ou des bricolages qui permettent en fait d'améliorer ça et qui relèvent de l'organisation. Les pratiques coopératives entre différents acteurs, et notamment l'efficacité des médecins généralistes que vous êtes, elle repose sur la capacité aussi à fonctionner avec un réseau et donc à le connaître et à le comprendre. Donc, pour améliorer l'efficience des soins primaires, il y a des pistes prometteuses qui sont largement connues, le travail en équipe, l'organisation territoriale, le rôle des patients. Il y a certainement une réflexion à avoir sur la façon dont ils peuvent aider à définir les bonnes organisations et peut-être aussi à porter un regard pour améliorer celles qui existent ou qui ne fonctionnent pas bien. L'innovation dans les formations. Je crois que ce qui est absolument important, c'est que pour être efficace, il faut connaître le système dans lequel on travaille et il faut le comprendre et il faut savoir y communiquer. Et ce sont certainement des fonctions qui sont peu développées, ou en tout cas jusqu'alors, qui étaient peu développées dans la formation médicale, en tout cas, moi, celle que j'ai suivie, mais ça fait déjà un moment. Et puis, certainement, une réflexion à avoir sur l'innovation des missions, et peut-être des missions des acteurs de ce champ, qui sont des missions qui relèvent de la santé publique et aussi de l'intérêt général.
Alors, pourquoi, comment avancer dans l'efficience une fois qu'on pense qu'il y a des pistes? Eh bien, moi, je mettrais l'accent plutôt sur la recherche. Alors, une recherche qui est une recherche que j'appellerais presque la recherche et du développement. J'ai mis HSR, ça veut dire Health Services Research, recherche sur les services de santé, où on s'intéresse pas uniquement, on s'intéresse aux organisations, on s'intéresse aux pratiques collectives. Et pour faire de la recherche, il faut connaître. Donc il faut d'abord être capable de savoir ce qui se passe et poursuivre, connaître et ensuite piloter et avoir de l'information pour piloter. Ce qui veut dire que les acteurs des soins primaires ont besoin, si on souhaite qu'ils se développent et qu'ils améliorent leur efficience, d'être acteurs et un peu stratèges, même carrément stratèges, du territoire dans lequel ils vont travailler et des organisations dans lesquelles ils vont travailler. Il y a tout un ensemble de questions qui sont listées là. L'autre raison pour laquelle je crois qu'il y a une justification à investir dans la recherche en soins primaires, c'est qu'on fait depuis 1996, on a en 20 ans doublé le nombre de médecins, plus que doublé le nombre de médecins qu'on forme, on fait un investissement qui est massif en fait dans le système de santé, qui est dans la ressource humaine. Et ça ne concerne pas que les médecins. Et si on veut que cet investissement soit productif, au sens où il corresponde, enfin qu'il soit véritablement efficace, eh bien, il faut réfléchir à la façon dont il faut préparer ou dont il faut former cette ressource humaine qui arrive et c'est comme ça qu'on se transforme dans le système de santé. C'est quand même souvent à travers les processus de formation. Il y a un enjeu majeur, en fait, je crois, à former donc toute cette ressource humaine qui arrive, que vous en êtes une grande partie les témoins. Et pour ça, il faut des connaissances, il faut des cadres de formation, il faut des dynamiques de recherche. Et c'est un petit peu, je crois, l'intérêt en fait de développer la recherche, c'est qu'elle sert aussi à réfléchir, elle sert aussi à capitaliser et à transmettre. Alors comment la développer? Il y a l'extension, bien sûr, de la recherche biomédicale, mais cette idée que toute la connaissance est construite dans la biomédecine et ensuite s'applique sur le champ, je dirais, de la pratique, c'est une perspective. Il y en a une autre, et qui n'est pas forcément contradictoire, mais qui doit être complémentaire, et qui est sans doute, à mon avis, importante à développer, c'est celle qui est issue du champ même de là où les acteurs travaillent, dans les situations auxquelles ils sont confrontés. Donc, et la première étape, c'est de décrire. Parce que, je donne un exemple, j'ai participé à un groupe de travail pour l'INCa sur les pistes de recherche en soins primaires, et la première question qui se posait, mais dans le fond, dans la pratique de médecine générale, il y a quelles sont la variété et la fréquence des cas, et l'importance du volume de travail représenté par toutes les situations en lien avec le cancer. Ça, simplement décrire ça, finalement, comme ça, c'est pas évident, on n'a pas forcément les informations. Il y a le SNIRAM qui peut apporter de l'information, mais il y a certainement aussi un besoin d'information à partir des données cliniques. Alors je sais que Laurent Letriard m'avait dit, mais on a des éléments avec Echogène, mais voilà des premières étapes. Et pour le champ des soins primaires, je distingue un peu de la médecine générale au sens où il s'intéresse à la population, à l'organisation, aux autres professions, il faut sans doute, mais c'est valable aussi pour la médecine générale, avoir des approches pluridisciplinaires. Ensuite, il faut rassembler, et ça c'est aussi un des enjeux quand même majeurs pour la profession ou les professions en soins primaires, premiers, principaux, c'est rassembler pour faire masse, pour avoir un nombre de cas important, pour être capable de monter des projets de grande envergure. Et c'est difficile parce qu'il faut se mettre d'accord. Donc, il faut certainement envisager la constitution d'équipes et puis, bien entendu, se rapprocher, alors je réinsiste là-dessus, mais se rapprocher aussi du monde vécu, c'est-à-dire, je crois vraiment que l'important, c'est d'arriver à poser les questions et à programmer et organiser la recherche là où se posent les questions. Et pour ça, donc, il faut de la donnée. Et donc je finis sur un petit clin d'œil, c'est 2 publications qui avaient été faites dans le cadre de l'équipe Prosper, où on avait quand même testé et on a dit que c'était possible, qu'on pouvait apparier des données cliniques et des données du SNIRAM, et que ça apportait quand même pas mal de choses sur tout un ensemble de questions qui sont quand même largement en lien avec l'efficience. Merci.